Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve, comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Cette semaine au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Comment modifier un thème PrestaShop. Alors vous allez peut-être me dire, mais on a déjà vu ça. Alors c'est vrai que j'ai déjà bien sûr abordé ce sujet à travers différentes vidéos, mais pour vous dire, Euh, en analysant un petit peu les recherches de Google, je me suis aperçu que voilà, dans les résultats prédictifs, il y avait souvent cette question qui sortait. Et j'ai dit, est-ce que j'ai un billet qui traite de comment modifier un thème PrestaShop? La réponse est non. Alors j'ai dit, bon, je vais refaire un nouveau billet pour traiter de cette problématique, aussi avec ma vision du moment. C'est vrai que la vision que j'avais il y a 12 mois ou un an en arrière, bah c'est pareil. 12 mois, un an en arrière, c'est la même chose. Je veux dire 12 mois ou 2 ou 3 ans en arrière, eh ben, ma vision, elle évolue aussi avec le fil du temps. Donc, ça permet aussi de réactualiser un petit peu tout ça. Il y a des grands principes pour arriver à quelque chose de bien avec un thème. Donc, la première chose, c'est forcément euh, l'esthétique. Hein, quand je vous dis template PrestaShop, vous pensez à esthétique. Euh, mais le deuxième palier, c'est l'expérience client. Donc, première étape visuelle, ok. Deuxième étape, l'expérience client, que le template soit pratique et utilisable. Et le troisième point qui est les performances. Chaque template est différent, mais vous allez pouvoir appliquer ces méthodes que je vais vous montrer à votre template. On va juste reprendre le même concept. Mes recommandations déjà. Ne changez pas de template en pensant que le nouveau template est mieux. Le template que vous avez, sans le regarder, je peux déjà vous dire qu'il est très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est presque l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est un peu ce syndrome-là. J'ai l'impression qu'un nouveau thème va vous apporter de nouvelles choses, etc. Alors, dans certains cas, le thème est parfois catastrophique, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Les templates que je vois, dans la plupart des cas, ils sont tout à fait corrects. C'est juste que il manque quelques petites choses pour qu'ils soient mieux. Voilà. Faites des changements intelligents. N'essayez pas de devenir un designer en cassant le thème. Enfin, je vois des improvisations de thèmes modifiés, et justement, nous, on va voir comment le modifier intelligemment. Le thème d'origine que vous utilisez, il est déjà en principe éprouvé par un créateur de thème. Alors, les créateurs de thèmes, ils ont des lacunes des fois sur la partie SEO, des fois peut-être sur la partie aussi performance, ça peut arriver, mais sur la partie, on va dire, agencement des blocs, etc., ils s'en sortent quand même, dans la plupart des cas, mieux que quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Donc il faut essayer aussi de respecter la structure du template pour pas tout briser et se retrouver pour finir avec une voiture dont les roues sont sur le capot. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec le template. Donc, j'ai oublié de dire go, voilà, c'est fait. Euh, donc ici on a avec le template standard. Bon, déjà première chose, vous êtes avec un thème standard. Ce que vous voyez à l'écran, quand le PrestaShop est installé, ce sont des fonctions de base, donc des fonctions qui sont opérationnelles. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que bon, ce que vous avez à l'écran, ça c'est ce qui est dans la démo, vous savez que ça fonctionne. Et que le rendu va être OK. Hein. Donc la question déjà c'est de se dire, bon est-ce que finalement ce que j'ai avec mon PrestaShop déjà en standard, est-ce que ce serait pas suffisant? Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder dans les modifications du template, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc dans PrestaShop, dans tout cas avec le thème standard, on va dans apparence, thème logo. Et c'est vrai que là on peut modifier des éléments du template. Alors,
regardez, première chose, hein, modifier le logo. Moi, je vois des clients qui arrivent avec des logos, des fois, voilà, j'allais dire des logos carrés ou des logos d'une forme différente. Ici, on voit notre template, il dit, voilà, la taille recommandée par le thème par défaut est de 40 pixels par 200 pixels. On va dire, oui, mais moi, ça va pas, ça, moi, je vais pas un logo comme ça. Eh bien, j'ai envie de dire, réfléchissez. Peut-être, peut-être qu'il faut faire autrement. Et votre logo, s'il est carré, etc., ben demandez à votre graphiste de faire un logo plutôt au format rectangle, de l'ajuster. C'est mieux d'ajuster, parce que ça, cette taille-là est pensée pour fonctionner comme ça. Donc, avec une dimension de 40 pixels par 200. Arrangez-vous pour faire ça. Si votre logo il est trop petit, ben, je sais pas, vous arrangez pour mettre, je sais pas, si vous avez logo c'est une tête de crocodile, ben, vous mettez une tête de crocodile ici et puis votre texte est là. Vous mettez le logo en petit, le logo il a pas besoin d'être gigantesque, vous voyez. Je sais pas, vous écrivez mon croco et puis vous mettez une petite tête de croco là. Voilà. Vous essayez d'adapter au template. Et pas l'inverse, dire ah non, il faut que le template s'adapte à mon logo. Mauvaise idée ça. Bon, bah, le logo des mails, le logo des factures, pas trop de contre-indications. Par contre, c'est vrai que pour le logo, là, respectez vraiment sa taille. Pour le favicon, aussi, alors n'oubliez pas, sinon vous avez la tête à Preston. Alors pour ceux qui ne savent pas, la mascotte de PrestaShop s'appelle Preston. J'ai toujours trouvé bizarre sa tête. Mais bon, avec le temps, on s'habitue. Maintenant, je trouve qu'il est assez marrant. Bon, au début, il avait un peu les yeux tristes. Ils ont amélioré ça. Je suis rassuré du coup. Maintenant, j'aime mieux ses yeux. Alors, regardez, il a un peu les yeux tristes, un peu d'un clown. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser un peu les yeux d'un polichinelle. Mais bon, ça c'est... Je pense que ça doit être des délires perso, j'imagine. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez ici générer un favicon avec... Et ils ont fait un lien, ça il n'y avait pas avant. On peut générer par le biais de la marketplace un favicon. Donc vous uploadez votre image et ça fait un petit favicon. Voilà. Là vous recherchez auprès... Enfin, vous pouvez essayer, il faut juste une petite image de votre logo et puis vous faites le favicon. Donc ça c'est juste, ça c'est important à faire. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Bon, dans le même, puisqu'on est dans cet onglet, je ne veux pas aller ailleurs. Ici on a la notion de choisir la mise en page. Alors ici cet élément, est-ce qu'on fait des changements là-dedans ou pas? Est-ce qu'on va changer des trucs dans cette structure de page? Bon, je sais pas pourquoi là maintenant ça a l'air de mettre un peu de temps à se charger. Est-ce qu'il doit se connecter? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Bon, je vais retourner dans la choix de la mise en page. Ah. Bon, ici, qu'est-ce que vous devez vous poser comme question? C'est l'affichage des colonnes en fait. Ça veut dire que le système dit, ok, est-ce qu'il y a plusieurs colonnes sur chaque page type du style bon, je vais prendre une page qui est assez clé du style, bon ben, la page des catégories. Donc si je regarde dans la liste ici, on a une page qui s'appelle catégorie. Ici il dit deux colonnes, une petite colonne à gauche et une colonne il dit quoi? Deux colonnes. Ouais, dont une colonne à gauche. Bon. Ben, c'est ce qui se passe ici. On pourrait se dire, ok, ben, sur la page catégorie, je mets largeur à 100%, 100 colonnes. J'enregistre. Voilà. Ça, c'est le genre de choses que vous pourriez vous poser de questions sur la partie catégorie éventuellement. Sur les autres pages, bon ben, là il y a un seul bloc, une seule colonne sur la fiche produit. Donc là vous voyez, il n'y a plus la colonne à gauche. Moi j'aime assez ça, cette notion de pas de colonne à gauche. C'est assez intéressant parce que c'est très orienté mobile first, donc c'est plutôt intéressant. Donc si on va sur le mobile, moi j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, la console Chrome ça apparaît, j'appuie sur ce petit bouton, voilà. J'aime bien parce que sur le mobile, il n'y a pas du coup la deuxième colonne à gérer. Ah d'ailleurs, il y a un petit problème ici je pense parce que vous voyez, le filtre apparaît. Le filtre est censé apparaître dans la colonne de gauche et bah là il apparaît quand même, mais du coup quand je clique dessus il se passe rien parce que j'ai désactivé la colonne de gauche. Bon, bref, mais c'est pas
handicapant. C'est juste pour vous dire que oui, c'est handicapant en fait. En fait, il faudrait désactiver tout ce qu'il y a dans la colonne de gauche du coup. Bon. Je remets comme c'était avant. Bon, voilà. Je vais juste montrer ça. En fait, ici dans cette structure de mise en page, je vous invite à pas trop faire de changements. Il y aurait le questionnement éventuellement sur la page catégorie, mais on pourrait perdre cette partie-là après sur mobile. Donc, ouais, pas forcément judicieux de faire ce changement, mais je vais quand même vous montrer. Donc en fait, on peut personnaliser cette mise en page, mais finalement, bon, c'est assez rigide quand même. Donc voilà. Le seul élément, c'est vraiment la page des catégories. Bon, je passe plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre en fait pour personnaliser le thème? Bon, ben, on a dans la partie personnalisation, page configuration. Alors ça c'est intéressant parce que bah, c'est un raccourci pour éviter d'aller chercher tout dans la partie module. Donc ici en fait on a l'agencement. Bah, c'est regroupé, hein. Donc on a sur la partie page d'accueil, on a quoi? Le menu principal, le configurer, gérer les pages de contenu. Ça c'est fait quoi ça dans les caches? Je sais même pas ce que ça fait. Oui, je vais cliquer dessus. Ouais, alors là, ouais, là franchement c'est discutable. Moi je dirais dans leur système ils devraient dire bon ben sur la partie menu on a que le menu. Bon, on a le diaporama qu'on peut configurer, donc le diaporama qu'est ça. Les produits en page d'accueil, ok, donc les produits phares et tout ça. Le bloc de texte qui est là, voilà. La bannière bah, qui est là. Newsletter et réseaux sociaux, footer, la réassurance, liste de liens, etc. Bon. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce système, je ne vais pas passer en revue chaque bloc, mais en gros, bah, vous gérez la page d'accueil, la page catégorie, la page produit, grâce à ce système. Donc vous pouvez accéder rapidement aux éléments importants par ce biais. Donc je trouve que c'est bien fait. Ça c'est très bien. C'est vraiment un concept sympa. Bon, je crois que là on a vu les mécanismes de base pour l'accès rapide sur le thème. Maintenant, règle importante. Nous avons notre thème. Vous allez faire des changements. Comme j'ai dit tout à l'heure, on s'adapte au thème et non l'inverse. Regardons par exemple les images des produits. J'appuie sur la touche F12 de mon clavier. Il y a la console qui arrive. Je vais inspecter un élément. Ma photo. L'image fait 452 par 452. Si vous faites les photos de vos produits, vous devez vous dire l'image finale sera carrée. Si déjà vous faites des images rectangles, vous pouvez un PrestaShop va redimensionner, mais toujours dans une optique d'uniformiser, vous savez que vous aurez des bords ensuite plus conséquents autour du produit. Donc moi, mon conseil c'est de dire vous faites une image carrée, vous la redimensionnez si besoin déjà en amont, et vous êtes sûr que vous allez obtenir ce résultat là quand l'image sera poussée dans la boutique. Donc on fait des images carrées si on veut vraiment la perfection, comme ça quand vous avez fait votre image carrée, vous l'avez générée, etc., vous savez exactement à quoi ça ressemble. Pas de surprise, pas de il y a un centimètre en plus sur la gauche ou sur la droite ou en haut, etc. Non, vous avez déjà le résultat final, l'image est parfaitement calibrée, ça sera uniformisé dans les catégories. Regardez ici comme c'est uniforme entre les produits. Si c'est pas uniforme, vous allez retrouver avec une image un peu plus petite, c'est un petit peu plus décalé, tout ça. D'ailleurs, regardez ici. Si un site e-commerce se présente comme ça, on peut remettre en question le fait que pourquoi lui il est sur fond gris et pourquoi il est sur fond blanc. On essaie d'uniformiser cet affichage. Les images. Vous prenez par exemple le slider. Une mauvaise idée, c'est de se dire maintenant moi je vais faire des images comme moi j'ai envie. Mauvaise idée. Je reprends l'inspecteur, je vais dessus l'élément. Je regarde à combien ils ont mis, on va dire, dans la démo. La démo dit, on voit, c'est 110 par 340. Je vais créer une image de 110 par 340. Vous pouvez le faire sur Canva, vous faites une image de 1110 par 340. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Regardez.
je respecte ce que le thème a dit. Donc ça veut dire que je ne commence pas à faire une image qui prend toute la dimension là. Non, on s'arrange de faire exactement ce biais ici, comme ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'il faudra garder une partie colorée ici, parce que le texte doit s'apposer dessus. On ne change pas le concept de ça. On reste dans la lignée du thème. Ça, c'est vraiment important. On commence pas à dire je mets mon texte là, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre texte là, ici, vous aurez votre image dessous, on ne pourra plus lire le texte. Et ça impliquera quoi? Ça impliquera de rajouter des règles CSS et des contraintes, etc. Ici, eux, ils ont réglé le contrainte de la lecture du texte par on met un fond sur une partie de l'image et on l'intègre à l'image. C'est une méthode. Donc, utilisez vraiment ce qui est déjà en place. C'est la même chose pour tout. Hein. Alors, même si vous prenez ça, bah, vous dites ok, la bannière elle fait comme ça, elle fait cette taille, je lui donne une bannière de cette taille. Utilisez les mêmes modèles mis dans l'exemple de votre template. Alors, maintenant ensuite, un template a plein de fonctions. Qui dit fonction dit gérer en plus des comportements, dit gérer l'affichage de l'interface, dit charge des ressources. Donc en fait, en gros, c'est si vous voulez une voiture de course et vous voulez être premier à la course, hein, ben, il va falloir alléger le véhicule un maximum possible pour qu'il soit à fond. Une voiture, pour qu'elle gagne une course, il faut un moteur, il faut 4 roues, un bon pilote. Est-ce qu'il y a besoin d'une clim dedans? Non, pas forcément. À la limite, on peut sortir la tête par la fenêtre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de tout ça pour devenir un très bon site e-commerce. Alors, là, on a la version de base. Alors, là, me dire, oui, mais là, moins que ce qu'il y a là, faut pas abuser. Moi, je vais vous dire, bah, regardons. Par exemple, moi, je me mets à la place, j'essaie de me mettre à votre place. Ce que moi, je ferais, c'est ce que peu de gens le font, hein, mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Ici, je regarde, je dis wishlist. Qui c'est qui utilise ça? Pour quelques clients qui vont s'amuser à utiliser la wishlist et après il faut gérer le comportement de la wishlist, des fois une interface de plus, il faut tester tout ça sur mobile. Le client, c'est soit il ajoute à son panier, il est intéressé, soit il reviendra plus tard, il n'a pas besoin d'une wishlist, à moins que on soit vraiment un très gros site, etc. Mais dans la plupart des cas, la wishlist ne mène à rien, hein, vraiment. C'est une illusion que c'est pratique. Alors, vous désinstallez le module s'il n'y a pas besoin. Moi, je désactive parce que là, c'est plus pour tester, donc je vais garder le comportement déjà en place. Voilà, j'ai enlevé ce petit bouton like, le petit bouton cœur, et puis je l'ai plus non plus la fiche produit, qui normalement il était à côté du bouton ajouter au panier. Il n'y est plus. J'ai enlevé ça. Je regarde la fiche produit. Bon ben... même sur la page d'accueil, regardez sur la page d'accueil, est-ce que j'ai besoin d'avoir une bannière? J'ai vraiment rien à dire. Bon bah je me concentre sur le principal. Ok, ben bannière, ok, ben je désactive. Ou je désinstalle, si je pense vraiment pas besoin, je désinstalle. Ah, il est en train de faire, c'est pour ça qu'il a pas encore. Il mouline. J'allais dire, est-ce qu'il a échoué? C'est mon serveur local qui est en train de peiner un peu. Je sais pas pourquoi il a ramé un petit peu quand il a fait cette opération, mais quoi qu'il en soit, maintenant j'ai plus mon bloc là. Bon, vous pouvez vous dire aussi, ouais, mais le bloc texte, on enlève. Attention, attention. Le bloc texte, par contre, lui, je le conseille. Hein, parce que le bloc texte, lui, il explique à Google de quoi parle votre page. Sinon, vous avez très peu de corps de texte sur la page. Donc, le corps de texte ici, gardez-le pour bien expliquer ce que fait votre activité. Faites quelques lignes. Donc, ça, je vous invite à le conserver. Ici, sur la page produit, nouveau. Le partage, ça c'est l'illusion. Illusion que c'est trop génial, que ça sert à des gens. Personne fait ça, personne ne partage des fiches produits sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment arrêter cette... j'allais dire ce délire des barres de partage. Alors, j'ai dit délire parce que même moi je l'ai fait.
Même moi sur mon blog, j'avais mis ces barres de partage et je me suis dit mais ça ne sert à rien, ça prend des ressources pour rien. Les gens qui veulent partager un lien, ils prennent le lien, ils le partagent. Pas besoin de ces barres de partage. C'est ouais, ça c'est des trucs voilà. Bon, après de nouveau ici il y a la réassurance. On dit ah mais la réassurance c'est génial. C'est génial pour autant qu'on a vraiment des vrais arguments à mettre. Si c'est pour mettre des arguments bateaux, pas besoin. J'enlève. Là, je suis en train de faire mon thème. Hein. Vous allez me dire, oui, mais là, t'es pas en train de rendre le thème incroyable. Si, si, si. Je suis en train de le faire. Je rends le template meilleur. Donc on dirait qu'il a fait ça. Je ne sais pas pourquoi là il prend beaucoup de temps. On dirait quand je suis en train de désactiver les modules. Ok. Bon. Les commentaires, les avis clients. Bah, les avis clients, tout le monde dit c'est important. Je veux dire, c'est important, oui, pour autant qu'ils soient vraiment exploités. Je vais me retrouver avec plein de fiches produits, des commentaires à zéro. C'est encore pire d'avoir ça. Mieux vaut ne pas avoir le module d'avis client. Parce que quand vous avez ce genre de choses, surtout les produits, ça n'inspire pas confiance. Ça vous fait croire que votre site, en fait, il n'y a jamais personne qui commande. Donc, mieux vaut, si vous avez beaucoup d'avis clients, bah, là, ça vaut la peine de ça vaut la peine de l'activer. Mais s'il n'y a pas d'avis client ou alors de dire bah, on active les avis clients que lorsqu'il y a plus qu'un avis. Mais là peut-être que le module ne le gère pas. Donc voilà. Ok. Vous voyez, la fiche produit c'est déjà épuré. Elle se concentre déjà beaucoup plus sur l'essentiel. Et même, je vais dans les catégories. Là on a toute la notion des filtres. Ah mon dieu, mais les filtres c'est génial. C'est génial pour autant que les filtres soient vraiment utiles. Est-ce que la réglette des prix, s'il y a un filtre que avec une réglette de prix, est-ce que c'est vraiment judicieux? Peut-être pas. Peut-être pas besoin de ça pour commencer. On retourne à l'essentiel. Le filtre, s'il y a plein d'éléments à filtrer, pourquoi pas, mais ça implique qu'il y ait bien des caractéristiques et des variantes à l'intérieur de vos produits. S'il n'y a pas tout ça, il se peut que le filtre soit vraiment anecdotique. Donc dans ce cas-là, on attend que l'opération se fasse. Je ne sais pas si c'est à cause que je suis avec la version PHP locale de 7.4. Je sais pas, j'ai pas trop refait cette opération de désactiver des modules sur la version 1.7.8.2. J'ai l'impression que ça prend plus de temps qu'avant. C'est peut-être lié à ma configuration interne, peut-être. Voilà, on simplifie. Et donc du coup, vous voyez, si on arrive à ce stade-là, on arrive au questionnement de se dire, bah, vous savez, tout à l'heure on a vu l'histoire des colonnes. On pourrait se dire, ok, du coup, si j'ai que ça, et que je veux déjà naviguer par le centre, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir cette colonne? Dans ce cas-là, ne vaudrait-il pas mettre seulement une colonne centrale sur la partie catégorie? Et donc du coup, bah, dire, on désactive encore le bloc catégorie, là, et on met uniquement la partie centrale. Voilà. Et même, il va dire non, mais là, il faut arrêter, là, c'est trop extrême. Mais même ça, bon, franchement, je vais être honnête avec vous, si je laisse ce bloc-là sur le pied de page de la newsletter, c'est juste parce que ça harmonise le pied de page. Mais franchement, qui s'imagine, peut-être vous allez avoir une réponse, hein, mais qui s'imagine que là au fond, sur le pied de page, un client qualifié se dit ah, génial, je vais mettre mon mail. Ça a l'air vraiment trop super. Ah mais ça m'intéresse, ça c'est trop. Pour quelle raison il le ferait? Éventuellement s'il y a une mention de inscrivez-vous à la newsletter, recevez immédiatement un code de 10% de réduction. Mais en l'état, non. Donc franchement, je recharge ma page. Voilà. À la limite, même, vous n'avez même pas besoin de ce bloc. Et les inscrits à la newsletter s'inscriront quand ils créent le compte client, et au moins c'est des clients qui veulent ou pas la newsletter.
Voilà. Donc vous avez compris la logique. Là, par exemple, on a déjà bien simplifié. Je sais pas s'il y a d'autres et encore modules à désactiver, mais là, on a déjà bien désactivé des choses. C'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin de 36 000 trucs. Il y a de la description du produit, il y a le détail, il y a les marques, il y a ajouter au panier. Vous pouvez naviguer dans les catégories, vous pouvez ajouter au panier. Voilà. Il y a pas... Les fonctionnalités ne font pas le succès d'un site e-commerce, hein, c'est ça. Je passe plus loin au dernier point qui est l'apparence. Alors l'apparence, grand débat sur l'apparence. On a le questionnement vous pouvez rechercher un Webax thème enfant. J'avais expliqué ça, la notion du thème enfant. Est-ce qu'il faut utiliser un thème enfant? La réponse, en tout cas ma réponse, moi c'est non. Et vous allez me dire, oui mais attention, elle est mise à jour. Alors vous recherchez Webax mise à jour. Alors je tombe sur ce billet, mais c'est pas lui qui m'intéresse. Qu'est-ce que... Comment il s'appelle ce billet? Il n'est pas encore remonté bien dans les résultats. Il est où? Vous recherchez. Faut-il mettre à jour PrestaShop? Est-ce qu'il sort hein? Ah, il n'est pas encore vraiment bien positionné mon nouveau billet là. Mais il va se positionner. J'ai confiance. Donc faut-il mettre à jour PrestaShop? Bah, vous regarderez. En fait, moi je suis pas un pro fan des mises à jour pour plein de raisons. Moi ce qui m'intéresse c'est que le site e-commerce fasse des ventes, quoi. Les mises à jour c'est pas un truc qui rapporte des ventes. C'est une fixation des développeurs. Ça c'est pourtant moi je fais du développement, mais il y a trop de développeurs qui ont une vision de développeur. Hein, c'est ça le problème. Le développement c'est très important, mais les ventes c'est encore plus important, quoi. Mais ça, pour comprendre bien ça, il faut être devant le fait accompli. Si on est juste développeur et qu'on n'a pas besoin de gérer une activité, c'est très différent que si vous devez tout faire et que ça soit rentable, hein. C'est ça, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est normal, chacun a sa vision sur ce point. Moi je suis pas pour le thème enfant, parce que de toute façon les mises à jour on va pas le faire. Et si on fait une mise à jour, ça sera une refonte complète, et donc du coup tout sera écrasé, y compris le thème. Donc ne nous embêtons pas avec le thème enfant. Ma recommandation donc c'est de tout piloter maximum avec un seul fichier. Ça veut dire qu'ici on va aller dans le dossier thème classique asset CSS. Donc ça c'est le dossier qui va gérer, on va dire, toute la partie affichage rendu du thème. Et là normalement il y a un fichier qui doit s'appeler custom.css qui permet de gérer les règles personnalisées. Il n'existe pas, je sais pas, avant il existait, maintenant il n'existe plus dans les nouvelles versions. Je crée un fichier custom.css dans thème classique asset CSS, custom CSS, voilà. Ok, il est là, il est vide. Bon. Et puis tout à l'heure j'ai dit pour le thème enfant, en fait peut-être vous n'avez même pas besoin de créer un thème enfant. Si vous faites tout avec le fichier CSS, il n'y aura même pas besoin de... Et si vous avez besoin de faire des changements, moi je conseille de faire directement le changement dans le template courant. Le thème enfant des fois amène lieu à d'autres problématiques, d'autres questionnements, et qui... Voilà. Mais ça c'est personnel, je respecte ceux qui font un thème dans des cas d'une entreprise qui a des grands moyens, qui vont un truc ultra solide, etc. Et qu'ils ont les ressources, et qu'ils ont le temps, et qu'ils peuvent payer le temps de debug si ça prend plus de temps que prévu, pourquoi pas faire des thèmes enfants, hein. Ça c'est vraiment un choix ouais, de chacun. Alors, on peut pas tous faire la même stratégie, et c'est ça qui fait la richesse de chacun, c'est que tout le monde n'applique pas les mêmes méthodes, et ça je trouve vraiment aussi intéressant. Ok, donc la première chose qu'il faut faire, c'est désactiver les caches. Moi je vais aller dans paramètres avancés performance, je vais aller désactiver, recompiler les fichiers de template s'ils ont été mis à jour, ok, et les smart caches, etc. Tout ça est désactivé. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Déjà, règle de base toute simple, on fait comme les grandes entreprises, on met un fond blanc. Bon, ici il est gris sur PrestaShop, mais il y a des endroits où ça me dérange. Typiquement, regardez ici, on ne sait pas si le contenu flotte sur un contenu gris. Tout simple. Alors, j'appuie sur la touche F12 de mon clavier, j'inspecte un peu l'élément. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On voit que le wrapper là, wrapper, moi je dis wrapper, le wrapper il a un background. Et je vous ai pas dit background, allez, on dit le wrapper a un background.
eh ben, le wrapper qui a un background, eh ben, on voit si on change ça, hop. Bon. Alors je vais mettre blanc. Alors je vais faire ça. Je vais venir dans mon custom CSS, je vais dire, lui, le wrapper, il a un background qui est blanc. Voilà. Je vais écrire que c'est Webaxe qui a écrit ça. Comme ça, un jour quand quelqu'un verra ça, il pourra manifester son mécontentement, il pourra dire c'est Webaxe. Voilà. Je recharge ma page et je regarde, je vais juste dans l'onglet Network et je mets d'Isabelle Cache, comme ça recharge bien toute ma page en rechargeant bien aussi les CSS. Donc je rappuie sur la touche F5. Vous voyez, le fond reste blanc. Je sais que c'est tellement cliché de vous dire regardez Zalando, mais il y a plein de gros sites, c'est le fond blanc. C'est la norme. Et je suis un peu emprunté parce que je vois que là il y a un peu de couleurs sur la page d'accueil. Mais quoi qu'il en soit, moi je dis c'est blanc dominant sur les gros sites, la plupart c'est blanc dominant. Donc moi je conseille cette pratique. Ne mettez pas des fonds noirs, des fonds exotiques. Pas besoin de background de fond. Voilà. Ok, ça c'est une règle toute simple. L'autre élément que vous allez peut-être faire, c'est, dites-vous, ok, les couleurs ne vous plaisent pas, bon, c'est discutable. Ne faites pas, j'allais dire justement le créateur super design. Si vous voulez changer les couleurs, réfléchissez. Ici, on va changer la couleur. Bon, la couleur bleue est discutable. Hein. Pourquoi bleu? Ah, ok. Si j'inspecte l'élément, je vois en fait ici que je vais vous montrer une pratique à faire. Hein. Donc, on voit que c'est cette couleur là, et on voit que tout ça est rangé dans Assets, CSS, Theme CSS. Donc, qui est en fait ce fichier ici, qui est très très long avec tout plein de règles, etc. Bon, ici, on va faire une méthode très simple. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme couleur universelle? Alors, on se dit pas, mauvaise idée, c'est de se dire, moi je veux faire la bordure blanche, non, une bordure noire, le bouton blanc et le texte noir. Ça, c'est une mauvaise idée, par exemple. Parce que le thème a été pensé avec un texte de couleur blanche à l'intérieur, ou un texte d'une couleur telle et telle, avec un fond derrière. Donc, n'essayez pas de mettre un fond blanc derrière avec une bordure, tout ça, parce que ça n'a pas été pensé comme ça. Donc, il faut réfléchir comment a été fait le thème. Moi, je veux dire, je vais juste changer le fond. Je me dis, bon, bah, ici, comme on est là, peut-être que alors, une couleur intéressante pourrait être noire. Bon, j'essaye, hein, je mets peut-être le fer noir. Ok. Un client, encore c'était quand? C'était cette semaine? Ouais, c'était cette semaine. Il m'a dit, moi, je veux le bouton gris. Non, il était, je sais plus exactement la combinaison, mais c'était un bouton du type gris avec texte gris. Moi, j'ai dit, mais le bouton gris avec texte gris, bah, ça fait bouton qui est grisé, qui déclenche pas d'action. Le client a dit, ah, mais moi, je veux comme ça parce que c'est mon design. Bon, bah alors, je respecte le client, hein, donc je fais comme il veut son design. Mais c'est des mauvaises pratiques. Le bouton, il faut qu'il soit quand même compréhensible, vous voyez. Donc, faites aussi un choix de couleur judicieux. Hein. Ne mettez pas en bouton les boutons en rouge, par exemple, parce que peut-être qu'en rouge, ça va peut-être dire on peut pas ajouter au panier ou c'est bloqué. Ou si en vert, ben, si c'est des articles en rupture de stock, le client va avoir un bouton vert alors qu'il n'est pas ajoutable en stock, il n'est pas ajoutable au panier. Vous voyez? Noir, c'est universel. Alors, je reprends, je vais vous montrer petite astuce. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la couleur là par ma couleur noire. Mauvaise technique, c'est de dire ceci. C'est de dire, je vais remplacer par exemple par le code hexadécimal. J'arrive pas à l'éditer là, je vais le refaire. Une mauvaise technique, c'est de faire, bon, il vient là. Si je fais ça, le problème c'est que si je vais dans mon fichier, puis j'aimerais remplacer, vous voyez, cette couleur existe déjà. Ça voudrait dire qu'après, quand j'ai fait mon changement, je serais incapable de vous dire
où est le remplacement est effectué. Donc pour faire ça, pour pallier à ce problème, je vais aller faire un petit truc, hexadécimal generator. Est-ce qu'il y a un truc hexadécimal? Ah mais j'ai oublié de dire color. Voilà. Là c'est la couleur noire. Et je vais dire hop, je déplace un petit peu, puis là j'ai une couleur qui est tout à fait noire, mais le code hexadécimal n'est pas tout à fait pareil. Je regarde dans mon fichier s'il existe. Vous voyez, il n'existe pas, il ne trouve pas. Donc ça c'est une bonne méthode, je vais dire, ok, je vais remplacer mon autre code couleur qui est donc le bleu, donc qui est, bon, je recharge ma page parce que j'ai déjà à nouveau reperdu le code couleur, et puis je suis pas capable de mémoriser ça parce que ma mémoire, elle est vraiment, c'est une mémoire de poisson rouge, donc vraiment, voilà. Donc en fait ici, je vais remplacer cette couleur bleue par cette couleur noire. Et en fait cette couleur noire, c'est une couleur noire du type unique, elle n'existe pas déjà dans le fichier. Boum. Je vais remplacer tout et je sauve. Je recharge ma page. Voilà. Et on voit aussi que ça a changé. Avant, la description ici c'était voilà, c'était aussi bleu le trait dessous. Puis là on voit bon, encore d'autres couleurs à changer à d'autres endroits, hein. Là je vous montre un exemple. J'ai quand même montré une petite subtilité. Si vous n'arrivez pas à savoir la couleur que c'est au survol, vous faites juste comme ça, vous allez sur l'élément et vous pouvez ici dire quel est son affichage au hover ou active, etc. Et vous pouvez comme ça inspecter la couleur. Je dis ça parce que des fois on n'arrive pas à inspecter l'élément en fait, et c'est juste qu'il faut, voilà, aller sur cet élément et puis faire hover et puis cocher ce que vous voulez, le différent statut du bouton pour voir la couleur. Voilà. Mais maintenant, le truc de ça, c'est que imaginons que vous disiez ah, ok, je suis pas très satisfait de ça. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez dire bah, je remplace le 0002 là, le 020 202 par une autre couleur. Et ça ne va pas remplacer n'importe quoi, ça va remplacer que la couleur du bouton en question. C'est mieux parce qu'imaginez, vous avez vu avant, si j'avais utilisé le code noir comme ça, eh ben il me remplacerait toutes les couleurs noires utilisées à d'autres endroits et le bouton en même temps. Donc du coup, impossible de manager ça correctement. Voilà. C'est juste la petite astuce, voilà, à savoir. Puis je crois que bah au fond, en fait, dans le pied de page, ça a changé et tout. Alors, voilà, bah écoutez, moi je crois que tout est dit hein, pour le template. Franchement, pour moi, ça c'est une base de travail intéressante, une méthode de travail intéressante, qui va à l'essentiel, qui permet de réduire les coûts, etc. Et qui, à mon sens, convient très bien. Après, chacun sa technique à ce sujet. Ça, c'est vraiment une des méthodes que je recommande. Ne cherchez pas à faire vraiment des choses ultra complexes. Essayez surtout d'être en alignement, en adéquation vraiment avec le thème. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webaxe dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous et à la semaine prochaine.